Catherine Howard aurait prétendument déclaré « Je meurs en reine, mais j'aurais préféré mourir en tant qu'épouse de Carl Pepper », faisant référence à son amant adultère. C'est un mythe, mais ses véritables dernières paroles étaient encore plus déchirantes. En tant que cinquième épouse d'Henri VIII, la reine Catherine Howard a régné à peine 1 an et demi. Elle n'a apparemment laissé ni enfant ni héritage, hormis une immense tragédie. Elle fut seulement la 2e reine anglaise à être exécutée pour adultère et trahison. La première, sa prédécesseur Anne Boleyn, qui était sa cousine germaine, est restée célèbre dans l'infamie. Mais la vérité est que l'histoire de Catherine est encore plus tragique. Étonnamment pour une dame de si haute naissance, les détails de la jeunesse de Catherine restent largement un mystère. Nous ignorons son année de naissance, bien que l'on estime généralement qu'elle est née vers 1923. Nous ne savons même pas quel était son rang dans la fratrie de sa grande famille. La future reine était peut-être le 5e enfant de son père, mais de manière impressionnante, le 10e de sa mère. Malgré sa naissance aristocratique, Catherine a passé la majeure partie de son enfance dans la pauvreté et la tragédie. Bien que son père, Edmund Howard, fût le fils d'un duc, il était un cadet et l'un des 21 enfants. Rousse, petite et claire de peau, Catherine correspondait au canon de beauté de l'Europe moderne naissante, et l'on disait qu'elle avait un visage doux et sincère. Seul l'ambassadeur français, Charles de Marillac, émit une opinion légèrement divergente, en la qualifiant de beauté modérée. À en juger par l'un des portraits les plus définitifs que nous ayons de Catherine, elle avait hérité du nez des Howard, qui présentait une courbure distinctive à son extrémité. Catherine n'était pas la plus érudite des reines d'Henri VIII. Élevée dans la pauvreté, elle n'avait pas les moyens d'acquérir autant de talent que certaines des autres femmes d'Henri. Elle savait lire et écrire, bien que la rédaction de lettres ait contribué à sa chute, et elle dansait bien tout en jouant de la musique. Comme les archives médiévales sont notoirement lacunaires, nous n'avons pas toujours d'informations fiables sur la personnalité des reines d'Henri VIII, même si nous connaissons leur apparence. Catherine Howard fait exception. Pratiquement tout le monde s'accordait à dire que, dès son plus jeune âge, elle était vive et pétillante, et personne ne la décrivait comme pieuse ou savante. Elle adorait danser, et le faisait dès qu'elle en avait l'occasion, mais même cela ne retenait pas longtemps son attention. Apparemment, elle se laissait souvent distraire au milieu de ses leçons de danse pour commencer à faire des plaisanteries. Avec un bon encadrement, les charmes juvéniles de Catherine auraient bien probablement pu mûrir favorablement. Cependant, son père était absent une grande partie de sa vie, et sa mère mourut en 1528, alors que Catherine n'avait qu'environ 5 ans. Son père étant à l'étranger et sa mère décédée, Catherine alla vivre avec sa belle grand-mère, Agnes Howard, qui accueillait de nombreuses jeunes filles à Lambeth. Ce n'était guère une éducation stricte. Agnès était une femme âgée, souvent absente à la cour de Londres et généralement peu intéressée par ses pupilles. Ce manque de supervision rendit Catherine terriblement vulnérable, et elle développa des habitudes troublantes pendant cette période. Elle se lia à un groupe de filles plus âgées qui faisaient entrer des hommes dans leur chambre la nuit. En retour, ces hommes offraient aux filles du vin, de la nourriture et d'autres cadeaux. Malgré cela, Catherine échappa à cette situation précaire pour tomber dans une autre, encore plus scandaleuse. Adolescente, elle servit comme dame d'honneur de la 4e reine d'Henri, Anne de Clèves. Si le roi n'appréciait pas sa nouvelle épouse allemande, il fut certainement séduit par la jolie et jeune suivante d'Anne. Henri déclara qu'il n'avait jamais connu une femme comparable à Catherine, et en quelques mois après son arrivée à la cour, elle devint la maîtresse du roi. Henri était d'âge mûr, environ 30 ans de plus qu'elle, et elle n'avait que 17 ans. Mais elle profita des avantages de son attention et de ses cadeaux. Sa famille également,
et il pourrait avoir eu des motifs cachés. Selon certains experts, l'oncle ambitieux de Catherine, le duc de Norfolk, aurait pu la pousser dans les bras d'Henri, manipulant à la fois sa nièce et les sentiments du roi pour gagner plus d'influence sur le royaume. Si c'est le cas, ces plans portèrent leurs fruits au centuple. Henri annula son mariage avec Anne de Clèves après seulement 6 mois, le 9 juillet 1540. Désormais libre, il ne perdit pas de temps pour officialiser sa relation avec Catherine. Et le couple se maria le 28 juillet, un scandaleux 19 jours après l'annulation de son mariage avec Anne. De plus, Catherine et Henri se marièrent le même jour que l'exécution tristement célèbre de Thomas Cromwell pour haute trahison. Cromwell avait été le cerveau derrière le mariage d'Henri avec Anne de Clèves, et son échec le rendit vulnérable aux ennemis et à la colère d'Henri. Avec le recul, cela pourrait être interprété comme un mauvais présage. De même, la devise officielle de Catherine en tant que reine était « Aucune autre volonté que la sienne ». C'était une démonstration d'obéissance royale, aussi douce que stratégique. Mais avec le recul, elle préfigurait sa fin brutale et prématurée. Néanmoins, le mariage d'Henri et de Catherine commença plutôt bien, et il était certainement digne d'une reine. Le couple royal partit en lune de miel fastueuse à travers l'Angleterre. Le roi Henri, malade et en surpoids, fut rajeuni par Catherine et, dit-on, cédait à tous ses caprices. Comme sa célèbre cousine Germaine Anne Boleyn, Catherine avait un goût pour la mode française, et Henri lui offrit une abondance de nouvelles robes françaises. Ses vêtements étaient généralement plus modernes et audacieux que les tenues anglaises habituelles, ce qui convenait parfaitement à la coquette Catherine. Elle fit également broder sa devise « Aucune autre volonté que la sienne » en or sur les bords de ses manches. Mais l'hiver suivant leur mariage, le roi Henri montra son côté violent. À ce moment-là, ses jambes étaient couvertes d'ulcères, et la douleur atroce le rendait profondément déprimé et furieux. Il n'était pas un mari facile à vivre, et sa cour n'était pas beaucoup plus amicale. Catherine entretenait une relation extrêmement tendue avec sa belle-fille aînée, Mary Tudor, la fille d'Henri et de Catherine d'Aragon. Après tout, Catherine était jusqu'à 7 ans plus jeune que Mary, et cette dernière n'était pas encore mariée, alors que Catherine était reine d'Angleterre. Les deux femmes s'affrontèrent tout au long de leur relation, Catherine allant jusqu'à bannir 2 des dames de compagnie de Mary de la cour pour isoler la princesse. Il y avait cependant un point positif potentiel dans la famille d'Henri. Catherine semblait adorer la fille d'Henri et d'Anne Boleyn, la future Élisabeth Humain, dont elle était étroitement apparentée. La petite fille de 7 ans, largement négligée, fut placée à la place d'honneur à la table de sa belle-mère. Et Catherine fit en sorte d'inviter Élisabeth à la cour. De plus, malgré sa jeunesse et son inexpérience en tant que reine, et sa réputation moderne de jeune femme frivole, il existe des preuves que Catherine était astucieuse, sinon très instruite. Elle joua un rôle clé pour convaincre le roi Henri de libérer le poète Sir Thomas Wyatt de prison. Ce n'était pas la première fois que Wyatt était emprisonné. Il avait été détenu comme suspect lors du procès d'Anne Boleyn. Donc, le fait que Catherine ait réussi à obtenir sa libération était un exploit considérable, suggérant qu'elle possédait un potentiel politique majeur, interrompu trop tôt. Mais avant que Catherine ne puisse s'habituer à la vie de palais, tout s'effondra. Cela arriva presque par hasard, et cela vint d'une figure qu'elle pensait probablement reléguée au fond de son passé. Un homme nommé John Lascelles apprit que sa sœur, Mary, avait connu Catherine à Lambeth et lui demanda pourquoi elle ne sollicitait pas un poste à la cour auprès de la reine. Mary répondit qu'elle n'approuvait pas les manières légères de Catherine lorsqu'elle la connaissait, légère signifiant trop coquette. John, ses soupçons éveillés à propos de sa reine, fit demi-tour
et rapporta cela à l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer. Dire que cela ouvrit une boîte de Pandore serait un euphémisme. Tout d'abord, Cranmer était favorable à la réforme, et comme Catherine venait d'une vieille famille catholique, il estimait que la reine ne soutiendrait jamais sa cause. Il fut alors motivé à provoquer sa chute, et pièce par pièce, au cours des mois suivants, il y parvint. Lorsque l'archevêque enquêta sur ces allégations, les anciens amis de Catherine de la maison de sa belle-grand-mère commencèrent à parler, et les révélations choquèrent le prélat. Selon ses sources, lorsqu'elle n'avait que 13 ans, Catherine entama une romance avec un professeur de musique bien plus âgé, Henry Mannix. Étant donné que Catherine entrait à peine dans l'adolescence à l'époque, et que Mannix était un homme de 36 ans, la plupart des historiens modernes estiment qu'il abusa de la jeune fille. Catherine elle-même réfléchit plus tard. Étant une jeune fille, je l'ai laissée à plusieurs reprises manipuler et toucher les parties secrètes de mon corps. Bien qu'ils aient tous deux affirmé que cela n'avait jamais été consommé. Malheureusement, ce n'était pas le seul squelette dans le placard de Catherine. Ceux de son passé affirmèrent également qu'après Mannix, Catherine devint l'amante d'un certain Francis Derrim, d'environ 10 ans son aîné, qui travaillait sur le domaine de sa grand-mère. Selon les rapports, cette relation fut consommée. Ils se désignaient mutuellement comme mari et femme, et ils avaient un pré-contrat de mariage jusqu'à ce que la grand-mère de Catherine découvre l'affaire et bannisse Derrim du domaine. Il partit finalement pour l'Irlande. Avant cela, cependant, certains se spéculent que le couple échangea des vœux, bien que Catherine ait plus tard nié qu'ils aient consommé leur amour, et encore moins conclu un pré-contrat de mariage. Vrai ou faux, tout cela eut des implications catastrophiques. En entendant tout cela, l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, se rendit auprès de la dame d'honneur de la reine, Jane Boleyn, pour s'enquérir du comportement de Catherine avec Mannix et Derrim. Il obtint bien plus que ce qu'il attendait. Soudain, Boleyn s'effondra et raconta à Cranmer une liaison de Catherine avec quelqu'un dont Cranmer ignorait tout. Car, même en tant que reine, Catherine cachait un secret destructeur. Lorsqu'elle était encore dame d'honneur d'Anne de Clèves, Catherine fut également courtisée par un favori du roi Henri, le séduisant Thomas Culpeper. Elle envisageait même le mariage jusqu'à ce qu'Henri entre en scène. Lorsqu'elle devint reine, sa relation avec Culpeper ne s'arrêta pas. Le débat fait encore rage sur l'ampleur des contacts entre Catherine et Thomas avant et surtout après qu'elle devint reine d'Angleterre. Mais la réponse n'est certainement pas aucun. Sans l'ombre d'un doute, l'aspect émotionnel de leur relation était encore très fort, alors que Catherine partageait le lit d'Henry. Mais d'autres indices pointent vers un comportement encore plus traître. Culpeper et la reine Catherine organisaient fréquemment des rencontres secrètes par l'intermédiaire de sa dame d'honneur, Jane Boleyn. Lors de ces rendez-vous, ils parlaient, se touchaient, et peut-être plus. Et maintenant, l'archevêque de Canterbury était au courant, ainsi que de Mannix et Derrim. La pression montait, et les enquêteurs obtinrent la permission de fouiller les appartements de Catherine. Ce qu'ils trouvèrent fut le dernier clou dans son cercueil. Ils découvrirent une lettre de Howard à Thomas Culpeper, dont le contenu l'enterra presque définitivement. Dans cette lettre fatidique, Catherine écrit « Quand je pense que vous devrez à nouveau me quitter, cela fait mourir mon cœur de songer à la chance que j'ai de ne pas pouvoir être toujours en votre compagnie. » Elle signa la lettre. « À vous, aussi longtemps que durera ma vie. » Cette vie ne dura pas longtemps. Au départ, Henri refusait de croire que sa douce cinquième épouse puisse jamais lui être infidèle. Lorsqu'il reçut une lettre d'accusation contre Catherine, le roi insista sur le fait que les preuves étaient un faux et ordonna une enquête privée, uniquement pour blanchir son nom. Henri changea rapidement d'avis sur l'innocence de Catherine
et, au lieu de cela, commença à essayer d'apaiser son orgueil blessé et la fit accuser de trahison pour son adultère. Lorsque le mandat d'arrêt contre Catherine fut émis, Henri s'arrangea commodément pour être en prière dans une chapelle. Ainsi, il apparaissait extrêmement pieux et même miséricordieux, alors qu'il signait l'arrêt de mort de sa femme. Selon une histoire, l'arrestation de la reine Catherine ne pouvait pas être plus horrible. Apparemment, elle échappa brièvement à sa captivité et courut jusqu'à l'endroit où le roi Henri assistait à la messe. Avant qu'elle ne puisse atteindre la porte pour supplier pour sa vie, la jeune reine fut ramenée de force dans ses appartements. Que cela soit vrai ou non, il est certain que lorsque Catherine apprit qu'elle faisait l'objet d'une enquête, sa réponse fut déchirante. Elle était si bouleversée qu'elle était pratiquement incohérente, et l'archevêque commença à craindre qu'elle ne risque de se faire du mal. Il ordonna même aux serviteurs de retirer tous les objets tranchants de ses appartements pour la protéger. Il est difficile de lui en vouloir. Catherine savait ce qu'Henri avait fait à sa cousine Anne. Selon des sources proches du roi, Henri, pendant ce temps, sombrait davantage dans la dépression, qu'il gérait en buvant d'énormes quantités de vin et en faisant monter des femmes dans ses appartements. Lorsque les hommes d'Henri arrêtèrent et interrogèrent Thomas Culpeper, ce dernier affirma qu'il et Howard s'étaient abstenus d'avoir des relations. Néanmoins, il reconnut que les choses allaient clairement dans cette direction. Comme il l'admit, il avait l'intention de mal agir avec la reine, et de même, la reine avait cette intention avec lui. Furieux que Catherine ne l'ait pas vraiment aimé et qu'elle soit tombée amoureuse de l'un de ses favoris, Henri VIII destitua Howard de son titre de reine le 23 novembre 1441. Elle passa le reste de l'hiver sous surveillance dans un ancien couvent, loin du roi. Henri était furieux contre sa reine, mais il s'assura également de se venger de Thomas Culpeper et de l'ancien mari de Catherine, Francis Darham. Culpeper reçut une exécution digne, avec une simple décapitation, le 10 décembre 1541. Mais Darham, qui n'avait rien fait d'autre qu'aimer Catherine avant qu'elle ne devienne reine, fut pendu, éviscéré et écartelé pour haute trahison le même jour que Culpeper. Catherine était la prochaine, et elle le savait. Quelques jours avant son exécution, les hommes d'Henri transférèrent Catherine par barge à la tristement célèbre Tour de Londres. Selon les rapports, Catherine était si paniquée et hystérique que les aides durent la pousser dans le bateau. Plus macabre encore, le trajet jusqu'à la tour passait directement sous le pont de Londres, offrant à Catherine une vue claire des têtes de Culpeper et Darham, désormais fièrement exposées sur des pieux. La veille de son exécution, Catherine demanda un billot. Elle passa prétendument des heures à poser sa tête dessus, encore et encore, pour s'assurer qu'elle le faisait correctement. Lorsqu'elle marcha vers le billot le lendemain, beaucoup commentèrent son apparence calme et composée. Ce n'était pas la vérité. Non seulement elle était pâle et essoufflée, mais elle était si terrifiée qu'elle pouvait à peine bouger correctement et dut demander de l'aide pour monter sur l'échafaud. Elle fut décapitée le 13 février 1542. Elle n'avait qu'environ 19 ans lorsqu'elle mourut, et elle avait régné moins de 2 ans. Jane Boleyn, la dame d'honneur qui avait facilité sa liaison avec Thomas Culpeper, fut décapitée juste après sa maîtresse, et Henri enterra les 2 femmes dans une tombe anonyme dans la chapelle à proximité. Henri n'avait pas assisté à l'exécution. La mort de Howard provoqua des ondes de choc dans l'Angleterre des Tudors, en particulier pour la jeune princesse Élisabeth. À cette nouvelle, Élisabeth, âgée de 8 ans, aurait juré qu'elle ne se marierait jamais. Après tout, elle avait déjà vu sa mère subir le même sort. Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles la Reine Vierge ne se maria jamais. Mais l'exécution de Catherine constitue une bonne histoire d'origine. À ce jour, nous n'avons aucun portrait définitif de Catherine Howard,
bien que les experts soient presque certains qu'un portrait de Hans Holbein le Jeune représente la reine condamnée. C'est parce qu'après l'exécution de Catherine, les gens n'étaient non pas très enclins à la garder dans la mémoire du roi. Même sa propre famille retira son portrait de leur galerie familiale. Certains, cependant, disent la voir ailleurs. L'histoire de l'évasion désespérée de Catherine et de sa tentative de plaider pour sa vie pendant qu'Henri assistait à la messe est aujourd'hui l'une des histoires de fantômes les plus célèbres de l'histoire royale. Si vous allez au palais de Hampton Court, on dit que vous pouvez apercevoir un spectre hurlant en blanc, courant dans la galerie hantée. Ce serait le fantôme de Catherine, essayant et échouant à se sauver une fois de plus. Le folklore raconte que les dernières paroles de Catherine, alors qu'elle se dirigeait vers le billot, étaient « Je meurs en reine, mais j'aurais préféré mourir en tant qu'épouse de Culpeper ». Les historiens pensent que c'est un mythe et que ses véritables dernières paroles étaient dit profondément doux amères. En vérité, Howard était repentante, pleurant qu'elle méritait de mourir 1000 morts pour avoir trahi un roi qui l'avait toujours traité avec tant de grâce. Bien qu'il y ait une autre histoire derrière ces mots. La plupart des nobles exécutés avaient tendance à s'excuser, même s'ils étaient innocents des charges retenues contre eux. Leurs paroles étaient certaines d'atteindre le monarque, et ils voulaient protéger les familles survivantes impliquées, y compris les membres de leur propre famille. Ainsi, en s'excusant abondamment, Catherine Howard commettait en réalité un acte altruiste pour ses proches et ceux de Culpeper. En fin de compte, la vie de Catherine Howard fut bien trop courte, et son histoire, au fil des années, bien trop mal comprise. Pendant des siècles, la vie et la fin tragique de Catherine furent considérées comme un conte moral pour les jeunes femmes frivoles. Il est temps qu'une nouvelle histoire soit racontée à son sujet. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornet, pour plus de faits incroyables sur tout.